Salut à tous. Bon, il est pratiquement 3 heures du matin, il est un peu tard, et c'est un créneau horaire qui découle du fait qu'avant de m'exprimer, je choisis pertinemment avec énormément de travail en amont que vous ne voyez pas, puisque quand je le produis, je ne suis justement pas en train d'en faire la proposition synthétique au-delà du fait de mon exposition aux signaux, justement, précisément. Et donc, je vous ai dit que je n'allais pas tarder à faire un petit peu une rétrospective critique sur l'historiographie contemporaine assez peu connue du détail de l'histoire des sciences du développement des cybernétiques. Cette vidéo va être courte, ce sera une forme d'introduction et je voudrais la destiner préférentiellement, générationnellement à mes semblables, parce que cette semaine a été pour moi l'articulation de différentes choses, notamment de la tentative de bouc émissérisation de l'AFI. Vous avez constaté cette tentative de maximisation de l'impact de dénigrement le plus concentré possible autour de l'effet de coagulation nécessaire des luttes sociales autour de la date symbolique de l'annonce de la volonté de rassemblement massif du 1er mai. Et donc c'est à cette occasion qu'on a vu que il a été tenté cette maximisation de la sortie synchrone du complément d'enquête puis du livre sur la critique de l'AFI afin d'essayer de nuire à la figure incarnationnelle du leadership. J'aime pas tellement les anglicismes parce que ils participent en fait de cette décapacitation de la richesse la plus populaire en fait de la capacité de mutualiser au-delà même des concepts la fédération, l'assentiment de congrégation sociale directe, dans la langue maternelle, naturelle, ontologique directe. Et je voudrais préciser que, à mon sens, et je ne considère pas que la LFI dans la République démocratique, mais nous sommes dans une situation tripartite où il faut reconnaître la légitimité de Jean-Luc Mélenchon à avoir produit une intention électorale certaine en constante progression depuis son travail, et c'est tout à son honneur. En ça, je voudrais préciser qu'à mon sens, il a particulièrement raison du fait de faire attention en tant que objectif de présidentialisation nécessaire de capture du pouvoir exécutif à la geste symbolique du corps du roi, au sens où il sera attendu dans l'incarnationnel personnifié de l'exécutif présidentiable une autonomie de solidité, d'aboutissement de décision relatif à l'élection par la proposition sincère d'un projet d'application d'une vision. Ça fait partie de comment fonctionne la démocratie élective au suffrage universel direct, cette réciprocité par l'élection de délégations incarnationnelles d'une part de l'équilibre des pouvoirs. Et en ce sens, nous voyons que ce que nous pouvons critiquer aux politiciens en général dans sa fonction, c'est la perversité de trahison de la parole politique par le calcul rhétorique politicien, et donc la perversité, le mensonge, la torsion du réel, l'escroquerie de la fabrication d'un consensus de mutualité, de délégation du fonctionnement institutionnel. Et en ce sens, Jean-Luc Mélenchon a raison en tant que fondateur et
incarnateur de gouvernance d'une proposition fédérative de vision politique, de rester solide sur une herméticité à la nature des critiques lui étant apportées. Il n'est pas attendu de l'ultime incarnateur de la défense d'un projet dans son processus de mutualité de trahir la responsabilité qui lui serait conférée en tant qu'élection, et il est donc positif que quelqu'un risquant de s'exposer au jugement par le commun des responsabilités de sa volonté de représentation d'une mandature, qu'il soit à l'épreuve de la cohérence qu'il annonce. Donc en ça, moi, je trouve ça respectable, cette capacité à ne pas être perméable à un très très mauvais bas niveau de nature des critiques qui lui sont portées, quand nous voyons que ce qui disparaît en fait dans la critique, c'est justement les références précises au programme. Voilà, il y a un moment, il n'est pas attendu du politique de devenir politicien et d'abandonner la cohérence des moyens nécessités pour l'application du programme, d'être dissoute en cours de route dans des concurrentialités néfastes à l'obtention de l'objectif de fond. Ensuite, à côté de ça, je vais l'articuler parce que j'ai une demande de précision à non pas exiger réponse, mais au moins sensibiliser de pouvoir l'entendre à Monsieur Plenel, dont je viens d'apprécier l'intervention conjointe sur l'émission du Média. Parce que dans mon expérience personnelle, je suis, à ma connaissance, puisque précisément je n'ai pas pu porter l'articulation de mon témoignage direct suite à mon expérience fâcheuse, d'être chronologiquement, à ma connaissance, la première source civile de témoignage du scandale absolu de tentative de nuisance systémique à la Ve République par la corruption nécessaire au système électif de l'accès de Nicolas Sarkozy à la présidence par le viol du droit français auprès notamment des statuts légaux prévus par l'encadrement de la candidature présidentielle par le CNCCPF, hein, le Comité national des comptes des campagnes des partis politiques français, hein, que Nicolas Sarkozy a ouvertement violé avec l'affaire Takedine, le scandale Big Balion, etc. Donc normalement, on n'aurait jamais dû être laissé accéder à la présidence française, et surtout pour y faire autant de dégâts. Et donc, moi, j'ai appliqué mon devoir constitutionnel en vertu des 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 48, sanctifié en tant que préambule, statutairement, normalement sanctuarisé par sa nature de préambule de la Constitution française, hein, notamment par l'article 27, où nous avons des devoirs envers le respect des droits de nos contemporains. Et donc, dans ma situation d'avoir eu accès en tant que technicien lumière de la toute première interview exclusive dans le paysage de visuel français de Ziad Takieddine à l'occasion de ce sujet, m'étant retrouvé témoin du off où Monsieur Takieddine explicitait ouvertement, de façon complètement limpide, la nature de la tentative de son éviction en tant que réseau de négociation de la finalisation de contrats entre l'appareillage d'État français et des puissances étrangères,
par les réseaux Sarkozy constituait donc bel et bien un avertissement du processus de capture de l'interactionnalité française internationale conséquemment effective de finalisation de contrats de telles importances. Et donc, vis-à-vis de la loi, moi, j'ai strictement appliqué mon devoir constitutionnel d'activer les contacts présents dans mon carnet d'adresses à l'époque, de faire remonter la véritable nature de ces informations au-delà, justement, leurs invisibilisations et couvertures dans l'appareillage médiatique existant, en l'occurrence BFM TV. Et suite à ça, moi, dans ma vie, il semble que cette situation ait entraîné tout un tas d'une succession de dysfonctionnements volontaires, institutionnels anormaux, dont je ferai état plus tard, puisque je suis en train de finaliser la visibilisation des preuves unilatérales de ce soft power furtivisé de tentatives de nuisibilité à mes droits constitutionnels fondamentaux, entraînant nombre de déprédations socio-économiques, notamment socio-professionnelles, conjointes et coordonnées, mais dont l'essentiel se cristallise sur ces anormalités dysfonctionnelles de mes différentes démarches auprès de différentes institutions qui n'auraient jamais dû advenir et entraîner des conséquences assez lourdes pendant plus d'une décennie, ce dont je vous laisse imaginer les dégâts financiers, patrimoniaux qui ont entraîné des ralentissements extraordinairement incapacitants et désagréables, constituant en soi non seulement la tentative d'atteinte à des droits constitutionnels fondamentaux totalement illégitimes et inacceptables, mais d'autant plus dans les différents volets de l'intensification de ce processus accompagné de tentatives de terrorisation subtiles, elles aussi cachées en plein jour, comme on dit, c'est-à-dire furtivisées à la compréhension de l'opinion majoritaire, mais bel et bien se voulant en tant que telle crypto-terrorisante d'intimidation et d'inféodation à l'acceptation d'une telle volonté de domination prédative, puisqu'accompagnée d'opérations psy coordonnées avec des sorties dans la presse constituant une tentative de démonstration de l'interception de ma domesticité à des fins de confrontation terroristique. Et donc d'intimidation, de tentatives déguisées, de menaces et voies de fait, j'imagine. Bref. Parce que je sépare tout à fait l'immense respect que j'ai pour le pool de journalistes de Mediapart qui font un métier nécessaire à la démocratie de vigie et deuil de la souveraineté du peuple sur les affaires et matérialité ordo-sociopolitique des pouvoirs contemporains, avec l'absence d'une démarche quelconque, d'une tentative de contact qui, dans ma situation à l'époque, je pense, m'aurait aidé à mieux me prémunir, et beaucoup plus rapidement, des conséquences néfastes d'une telle exposition pour avoir bien fait. Parce que il y a quelque chose qui m'a dérangé dans les choix rhétoriciens de Monsieur Plenel, c'est cette préférence de l'emploi du concept de digue. Il faut créer la digue dans la société, qui est une rhétorique donc diluvienne. La digue est face au tsunami, à l'inondation. Et en ça me semble extraordinairement mal advenu dans le prolongement articulatoire en plus d'une critique du siono-suprémacisme génocido-palestinien. Parce qu'il me semble que le degré supérieur, et c'est là où je vais m'adresser à ma génération, le degré supérieur, au-delà de la résistance, qui elle aussi, quelque part, demeure,
en tout bien tout honneur, hein, je viens d'une famille profondément résistante, hein, j'ai la famille qui a participé à l'explosion des dépôts de munitions de Jonzac, on a abrité des gens dans la ferme des grands-parents paternels. Moi, je viens d'une tradition authentiquement de gauche communiste paysanne, hein, littoral atlantique, sud-ouest. Et si vous voulez, la résistance est une nécessité, elle n'est pas une finalité. Au-delà de la résistance, qui est une posture réactionnaire à l'oppression tyrannique, absolutiste, fasciste, raciste, autoritaire, ce que vous voulez, de ces abus de pouvoir et d'atteinte aux libertés fondamentales des droits à l'existence, reste une action réactionnaire. Au-delà, la digue, moi, ce qui m'intéresse supplémentairement en tant que authentique, réel héritage de l'universalisme humaniste des Lumières encyclopédiste, c'est la capacitation du commun. C'est-à-dire ne plus se satisfaire de la nécessité de structuration des luttes, et notamment leur volet communicationnel, stratégique, militant, de valoriser ce déjà-là communiste, communaliste, mutualiste, républicain, mais bien de l'opérer, de l'opérer. Alors, je voudrais m'adresser particulièrement à ma génération et aux celles en train de continuer ce travail magnifique de la démographie, de la natalité et de la vie. Et je voudrais vous rappeler une vérité fondamentale. Donc, c'est la classification périodique des éléments de Mendeleïev. Et je voudrais vous rappeler sa vérité la plus intrinsèque, hein, périodique. Classification périodique des éléments. Ne perdez jamais de vue que la périodicité exprime le transmutagène, le transmutatoire permanent de ces élémentalités-là. Ces choses ne sont pas fixes dans le temps, elles sont en constante évolution. Et le savoir permet et permettra d'en affiner la capacité de l'esprit sur la métamorphose de la matière, susceptible de produire les puissances équitaires abouties et durables de l'équité et de l'égalitarisme par la génération de moyens et ressources nécessaires à la couverture et à la durabilité de celle-ci de nos besoins à l'existence. Il n'y a pas d'atteinte plus profonde au collectif que l'autoritarisme de réduction et négation des droits fondamentaux à l'existence, atavisme ségrégationniste, proto-suprémaciste, ségrégatif, que la réduction de ces droits à l'employabilité utile, qu'elle soit de prétexte du principe matriciel du travail dans la complémentarité sociétale, permettant d'invisibiliser le reste de la complexité des réalités de l'existence. Qu'elle soit nécessaire belliciste à la défense tout aussi prétextuelle, d'essayer de considérer la finalité de la capacité de l'impensé économique de n'avoir que pour seul horizon ultime la zone d'influence capable d'être défendue, c'est-à-dire une capture de cette réflexion par l'absurdité grégaire, la bêtise antithétique en réalité aux politiques que le schumpeterianisme, que la guerre et la continuité de la politique par d'autres moyens. Absolument pas, puisque des cadavres ne sont capables de rien. Certainement pas de politique, encore moins de société.
ou la concurrentialité naturelle. Il n'y a rien dans le réel qui soit en dehors de portée du degré d'emphase suffisant de la survention du génie qui ne puisse être promis à la durabilité homéostasique. La matière est un transformant autogène. La vie en est un exemple plus réduit, en échelle, mais pas en principe. Les temporalités diffèrent. Nous classons ces éléments par périodicité. Elles ne sont pas les mêmes. La demi-vie d'un élément n'est pas du tout la même qu'un demi-vie d'un autre. C'en est de même avec la résistance à l'usure du vivant organique par rapport à la minéralité, par exemple. Mais tous ces processus sont dynamiques. Tous. Ainsi est le cosmos. C'est pour cela que je n'aime pas tant, pour horizon civilisationnel ultime, les discours paranoïaques de survivance. Il y a quelque chose, c'est ma spécificité personnelle, mais il y a quelque chose qui m'a toujours profondément dérangé dans le concept de catharsis. C'est l'inexorabilité du Thanatos dans ce qui devient un manichéisme fondamentaliste en réalité de la perception du réel. Je n'y crois pas tant pour philosophie aboutie d'évolution à l'existence, puisque même le bicéphalisme des brins de l'ADN, même la binature de l'ADN et l'ARN ne sont réellement identifiables dans l'absurdité de la thermodynamique, par exemple, puisque c'est la même bêtise si vous leur considérez ces choses-là dans un système fermé. Aucun système n'est fermé dans la réalité. Aucun. Une centrale nucléaire finira avec un échangeur thermique entre la température du ruisseau ou de l'évaporation atmosphérique. Une planète sera toujours en connexion avec le cosmos environnant, ne serait-ce que par les ondes gravitationnelles, ou la densité énergétique de la localité d'espace dans laquelle elle se meut, etc. C'est pour ça que je parle de principes fondamentaux de covalence, et non pas de manichéité. La covalence sous-entend l'équilibre dans le réactif, dans l'interactif, et certainement pas dans l'isolat. Donc je voudrais dire à toutes les nouvelles générations derrière nous, en capacité, réciprocito en capacité. Nous sommes une génération particulièrement happée par le risque de certaines menaces superstructurelles conséquemment dangereux. Tout d'abord, nous sommes dans une société démographiquement vieillissante qui a tendance à ce repli dogmatique sur la mortification. À ça, je répondrai, organisez votre temps de volonté, ne vous refourguez pas vos âges. C'est l'empire du chiffre. Il est possible que ce soit une immense erreur que nous nous intervéhiculons depuis la grande terrorisation de la quasi-extinction de l'humanité au moment du déluge. Quand on lit les textes anciens, les patriarches vivent des siècles, Mathusalem, Abraham. Bon, peut-être que c'est une erreur que nous avons développée depuis. On voit en plus comment, dès que, par exemple, comme j'ai pu le faire, essayer de revaloriser ces thématiques avec assez de solidité, tout de suite on a des